On a tous, à un moment ou un autre, besoin de traduire quelque chose. Un email, un article. Ah oui, tout le temps. Et le réflexe, c'est souvent de se tourner vers les grands noms qu'on connaît tous. Sauf que, dès qu'on touche à des données un peu sensibles, la question de la confidentialité elle arrive très vite sur la table. C'est clair. C'est en cherchant des alternatives qu'on est tombé sur LibreTranslate. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ça ensemble. Comprendre ce que c'est, en quoi c'est si différent, et puis comment ça marche concrètement. C'est une excellente idée. Pour ça, on s'est basé sur nos tests, sur la documentation officielle et bien sûr sur le dépôt GitHub du projet. Alors, pour faire simple, LibreTranslate, c'est une API de traduction automatique. Mais sa grosse particularité, c'est qu'elle est complètement libre et open source. D'accord. Le point de départ, c'est qu'elle ne fait pas appel au moteur de Google ou de Microsoft en douce. Non, elle s'appuie sur sa propre technologie, une bibliothèque qui s'appelle Argos Translate. Et ça, ce n'est pas du tout un détail. C'est-à-dire? Ce n'est pas juste une histoire de licence, alors? Non, pas du tout. C'est un choix technique qui a des implications énormes. En fait, Argos Translate, ça utilise des modèles d'IA de type Transformers, un peu comme les meilleurs du marché. Sauf qu'ils sont optimisés pour tourner sur du matériel beaucoup plus modeste. Ah, d'accord. Et c'est ça qui rend l'idée de l'auto-hébergement, le fait de faire tourner le service sur son propre serveur, vraiment accessible. Ce n'est pas juste théorique. Et là, on touche au cœur du sujet, la souveraineté des données. Le fait de tout maîtriser. Exactement. La traduction se fait dans un environnement qu'on contrôle, de A à Z. Ok, donc la promesse est crédible, techniquement. En regardant comment l'utiliser, j'ai vu qu'il y a en gros deux approches principales. C'est ça. La première, on va dire que c'est la voie de la facilité, l'hébergement géré. On va sur leur site, on prend une clé d'API pour quelques dollars par mois, et c'est parti. La doc est très claire, elle montre une simple commande curl. On envoie le texte, les langues, la clé, et on reçoit la traduction. C'est une solution vraiment clé en main. Une sorte de plug and play de la traduction. C'est parfait pour faire des tests ou pour des petits besoins, quoi. Exactement. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est la deuxième voie, l'auto-hébergement. C'est là que réside toute la puissance du projet. Voilà, c'est l'option qui donne le contrôle total et qui est gratuite à l'usage, si on met de côté les coûts du serveur, bien sûr. Ce qui m'a surpris dans la doc, c'est la simplicité affichée pour démarrer. Un petit pip install libtranslate, on lance la commande libtranslate et hop, on a un serveur qui tourne sur sa machine. Oui. L'appel se fait avec le même curl, mais en local et sans clé d'API. Ça paraît presque trop simple. Et c'est là qu'il faut apporter une nuance. Une nuance importante. Si la commande d'installation est simple, c'est vrai, le faire tourner en production, de manière performante, ça demande un peu plus de travail. Ah, j'imagine. D'abord, il faut télécharger les modèles de langue. Et ça peut peser plusieurs gigaoctets. Ensuite, le service lui-même, il peut être assez gourmand en mémoire vive, surtout si on veut charger plusieurs langues en même temps. D'accord. En pratique, la plupart des gens qui veulent un usage sérieux se tournent vers une installation avec Docker. C'est bien mieux documenté et ça simplifie toute la gestion des ressources. C'est un bon avertissement, ce n'est pas magique, ça demande un minimum de compétences. Mais une fois que c'est en place sur son propre serveur chez un hébergeur comme, disons, Contabo ou Infomaniac, l'avantage est énorme. Ah oui, Le texte qu'on veut traduire, il ne quitte jamais notre infrastructure. C'est ça, la souveraineté des données appliquée à la traduction. c'est exactement ça. On ne parle plus d'une vague promesse dans des conditions d'utilisation, mais d'une garantie architecturale. Physiquement, la donnée ne va pas ailleurs. Ça me rappelle une discussion que j'ai vue avec une ONG. Ils travaillaient sur des témoignages de réfugiés. Des données extrêmement sensibles. Voilà, pour eux, envoyer ces textes sur un cloud américain, c'était tout simplement inenvisageable pour des raisons légales, éthiques. Bien sûr. Ils ont monté leur propre instance LibreTranslate sur un serveur en Suisse et ça leur a permis de traiter tous ces textes en toute sécurité. Pour eux, l'auto-hébergement, ce n'était pas une option, c'était la seule solution. On élimine le maillon faible de la chaîne de confiance, en quelque sorte. Ou plutôt, on le remplace par un maillon qu'on forge soi-même. Ce qui veut aussi dire que la responsabilité nous est transférée. C'est très puissant, mais ça implique d'être responsable de la sécurité, des mises à jour, de son propre service, quoi. D'accord, l'auto-hébergement garantit la confidentialité. Mais, soyons honnêtes, est-ce qu'on ne sacrifie pas la qualité? Un modèle open source, même s'il est bon, est-ce qu'il peut vraiment rivaliser avec les milliards de données et les milliers d'ingénieurs de Google ou de DeepL? C'est la grande question. Et la réponse est nuancée. Pour des langues très courantes, l'anglais, l'espagnol, le français,
Les modèles des géants auront souvent une longueur d'avance. Surtout sur les subtilités, j'imagine. Exactement. Les expressions idiomatiques, les textes littéraires, leurs données d'entraînement sont juste sans commune mesure. Mais, Mais pour de la traduction plus technique, administrative, ou de la communication standard, la qualité de Libre Translate est souvent tout à fait suffisante. Et surtout, il a un avantage, la spécialisation. c'est-à-dire? Comme le projet est open source, rien n'empêche une entreprise d'entraîner un modèle sur son propre corpus. Imaginez des milliers de documents juridiques ou des manuels techniques. On peut obtenir une qualité exceptionnelle sur un domaine de niche, potentiellement meilleure que celle des services généralistes. D'accord. Je vois le compromis. On échange une qualité généraliste maximale contre une qualité suffisante, avec une possibilité de spécialisation et surtout la confidentialité totale. Voilà. Et cette philosophie d'ouverture et de contrôle, elle est inscrite dans l'ADN du projet, notamment via sa licence, la AGPL version 3. C'est un choix assez fort. En quoi est-ce que c'est un choix si différent d'autres licences open source plus connues? Pour faire simple, une licence comme le MIT, ça permet à n'importe qui de prendre le code, de le modifier et d'en faire un service propriétaire fermé. D'accord. La licence AGPL, elle a une clause un peu virale pour les services en réseau. Si quelqu'un modifie LibreTranslate et propose une version améliorée via une API, il a l'obligation de partager le code source de ces modifications avec les utilisateurs du service. Ah oui, c'est une sacrée garantie. C'est une garantie très forte que le projet et ses dérivés resteront ouverts. Ça empêche une entreprise de s'approprier le travail de la communauté pour en faire une boîte noire. C'est une défense de l'esprit communautaire. Et cette communauté, elle a l'air bien vivante. Le dépôt GitHub, il liste plus de 200 contributeurs, une quarantaine de versions publiées. Ce n'est pas un projet à l'abandon. Non, loin de là, c'est un projet très actif qui évolue et cette dynamique est essentielle, la doc le dit bien. Le projet s'appuie sur Argos Translate. Ça montre la force de cet écosystème où les projets se construisent les uns sur les autres. Mais le plus fascinant, pour moi, c'est l'appel à contribution. Pas seulement pour le code, Non, justement, pour l'entraînement de nouveaux modèles de langue. c'est-à-dire que la communauté peut elle-même étendre les capacités de l'outil. Exactement. Et ça nous ramène à la question de la qualité. La communauté peut décider de s'unir pour ajouter une langue qui n'est pas une priorité commerciale pour les grands groupes, mais qui est importante pour des millions de personnes. On peut imaginer des communautés linguistiques régionales qui contribuent à créer un modèle hyper performant pour leur langue. Donc, le développement n'est pas dicté par le marché, mais par le besoin. C'est tout à fait ça. D'accord, donc on a cette philosophie open source très forte, la possibilité de tout contrôler. Mais concrètement, une fois qu'on a mis les mains dans le cambouis, que le serveur tourne, qu'est-ce qu'on peut lui demander? L'API est-elle aussi riche que celle d'un service propriétaire? Elle couvre l'essentiel, et elle le fait plutôt bien. On a bien sûr la fonction de base, la traduction de texte, avec le point d'accès Translate. Logique. On a aussi un point Detect, pour identifier la langue d'un texte, ce qui est indispensable. Et bien sûr, Languages, pour lister les langues que notre instance supporte. J'ai vu qu'on pouvait aussi traduire des fichiers entiers avec Translate File. Ça a l'air super pratique. Mais est-ce que ça fonctionne bien avec des formats un peu complexes, un PDF avec une mise en page spécifique, des documents Office? C'est une excellente question et un point où il faut être réaliste. L'API est assez basique là-dessus. Elle gère surtout les formats où le texte est facile à extraire. Du texte brut, du HTML? Voilà. Les formats Office simples comme .docx ou .odt, ça passe aussi. Mais si on lui envoie un PDF complexe avec des colonnes, des images, des tableaux, on va récupérer le texte traduit, oui, mais on perdra toute la mise en page. Ce n'est pas un outil de mise en page. Ok. Son point fort, c'est plutôt l'automatisation. Traiter des lots de documents au format texte, pas la traduction d'une brochure marketing en gardant le design. Donc c'est parfait pour traduire un dossier de fichiers de sous-titres, des articles de blog en Markdown, des rapports internes, mais pas un catalogue produit. C'est tout à fait ça. Et la valeur de cette fonction, elle est décuplée par le contexte de l'auto-hébergement. Pouvoir envoyer un document entier, un contrat, un rapport financier et le faire traduire sans qu'il ne quitte jamais son propre serveur, c'est un atout considérable. C'est une réponse technique directe aux exigences de sécurité de beaucoup d'entreprises. Si on rassemble toutes les pièces, on voit se dessiner un outil qui est vraiment solide. Vraiment solide. Libre Translate, ça s'affirme comme une alternative open source crédible. Oui, ce n'est pas un jouet. C'est une solution mature qui tourne en production dans pas mal d'organisations. Il offre aussi une flexibilité remarquable, avec sa double approche. Le modèle géré, simple, et le modèle auto-hébergé pour le contrôle total.
Une flexibilité qui s'adapte bien aux différents besoins et aussi aux différents niveaux techniques. On peut très bien commencer avec le service géré et puis migrer plus tard. Et finalement, le point qui le rend vraiment unique, c'est cette notion de souveraineté des données. L'auto-hébergement, ce n'est pas qu'une option technique, c'est le cœur de la philosophie. C'est ce qui offre une garantie de confidentialité que peu de services peuvent égaler. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que des projets comme celui-ci nous forcent à questionner nos habitudes. On s'est habitué à confier nos données, nos conversations, nos documents à des grands services centralisés en échange de confort. C'est vrai. Libre Translate, c'est un exemple concret qui montre qu'il est techniquement possible de reprendre le contrôle sur des briques fondamentales de notre vie numérique. Ce n'est pas une utopie de geeks, c'est une solution qui fonctionne et qui est accessible. Une démonstration par l'exemple, en somme. Absolument. Et ça ouvre une réflexion qui va bien au-delà de la traduction. Quelles autres fonctions critiques de notre quotidien numérique, qu'on délègue aujourd'hui sans même y penser, est-ce qu'on pourrait réinternaliser? Je pense à la gestion de nos contacts, nos calendriers, le partage de fichiers. Hmm. Ce modèle que propose Libre Translate, un logiciel open source, performant, pensé pour l'auto-hébergement, pourrait-il s'appliquer à d'autres domaines? La traduction, au fond, n'est peut-être que le début d'une tendance de fond. Une tendance vers un numérique plus décentralisé et plus respectueux de nos données.